Voilà, allez, je me rhabille un peu. Non, c'est que vous savez, la chemise tire, j'ai trop mangé. Voilà. Bon, bienvenue, il est 19 heures. Bienvenue dans mon salon. Une fois de plus, cette semaine, il y a de l'écho dans mon salon. Avec Charlotte Bouvier, je vais lui donner la parole largement, bien évidemment. Avec Charlotte, on va voir. Charlotte, elle est directrice du développement économique à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Haute-Vienne. On va parler artisanat, on va parler de toutes les actions qui sont menées, on va mettre un peu un focus aussi sur tout ce qui se passe de bien dans l'artisanat aujourd'hui en Haute-Vienne, parce qu'il se passe des choses. Et puis j'espère que l'on va répondre à vos questions. Parce que la chambre de métier, elle développe un certain nombre d'accompagnements, elle donne des renseignements, voilà. Donc il faut en profiter aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les posez, hein, vous les écrivez. Vous en profitez aussi pour nous dire si le son ça va bien, parce qu'on m'a dit la dernière fois qu'on entendait bien l'invité, mais moi, comme je suis toujours en train de faire le zozo, on m'entend pas comme il faut. Donc merci de nous dire si vous nous entendez bien. Et puis quelque chose que vous voyez pas, hein, c'est dommage, c'est que Charlotte, il y a du jaune partout. Voilà, elle a mis ses 5 feuilles là. La prochaine fois, je mettrai une grande table parce qu'elle a peur. Elle sait tout par cœur, mais c'est les filles ça. Les filles, ça a besoin de se rassurer, c'est comme ça. Non, il faut que je fasse attention, je vais choper un procès derrière. Allez, je vais lui dire bonjour déjà. Comment ça va bien, Charlotte? Bonjour Bruno, ça va bien? Écoute, je suis ravie d'être avec toi ce soir. Ça va aller, tu vas avoir Ça le va aller micro, ce tu vas micro, prendre ouais, ça l'habitude, va bien se voilà, passer. rien, tu peux, voilà, très bien. Ça va aller. Bon, Donc ouais, je suis ravie d'être avec toi. Écoute, sympa d'avoir pensé à moi pour cette émission qui commence à bien tourner, donc c'est chouette. bon, très bien. Alors, on va faire comme d'habitude. Merci hein, de me dire si on entend bien Charlotte aussi. Alors, ce que vous pouvez pas bien voir, c'est le masque. Ils ont des masques. Vous savez, c'est ça aussi qui est bien. Il y a une crise. La semaine dernière, on avait le CSP. Le masque du CSP était fabuleux. On avait Pierre Fargeau qui était là. Là, c'est la chambre de métier. Regardez, regardez, c'est la haute couture. Alors, c'est ça. C'est impeccable. Moi, le mien, c'est celui, je vais pas vous dire d'où il vient, mais c'est un basique. Bon, Charlotte, dans chaque émission, on commence toujours par un côté un peu perso. Donc, tu es directrice du développement économique à la Chambre de métier. Alors, on s'est croisés pendant longtemps. Alors, j'allais dire, mais ça va être mal interprété. J'allais dire, on s'est tourné un peu autour. C'est pas vrai, c'est moi qui tournais autour un peu parce que je voyais cette jeune femme dans le paysage. Je me disais, c'est curieux quand même, cette jeune femme, elle semble très concernée par tout ce qui l'entoure. Elle était à l'époque à la jeune chambre économique. Puis un jour, je lui dis, ah, on va faire une interview et ceci. Ça a mis je ne sais pas combien de temps avant qu'on fasse une interview. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, comme les autres invités, qu'est-ce que tu voulais faire, que voulait faire la petite Charlotte lorsqu'elle était toute petite? Voilà, c'est une bonne question. Quand elle était toute petite, la petite Charlotte aurait bien aimé travailler dans le médical. Et puis non. Puis Non. j'étais pas très très douée en sciences, donc ça n'a pas pu marcher. Voilà, après je me suis un petit peu réorientée, j'ai fait du droit. Et puis j'ai travaillé aussi, enfin j'ai intégré une formation à l'IAE de Limoges après ma thèse de droit. Et voilà, je me suis retrouvée à la direction de la recherche du CHU de Limoges. Je travaillais sur de l'innovation et on aura l'occasion d'en parler, je pense, de Bien l'innovation, parce sûr. que dans l'artisanat, il y en a plein. Et puis voilà, une opportunité. Je me retrouve à la chambre de métier, à la direction du développement économique. Ça résonne un peu, tu parlais tout à l'heure de la jeune chambre économique, c'est une asso nationale et internationale qui a pour but de prôner la prise de responsabilité par les jeunes en montant des projets citoyens et des projets de territoire. Bah voilà, mon intégration au niveau de la chambre de métier, bah, c'est aussi ça, c'est travailler au service du territoire, au service du développement local. Voilà comment je suis arrivée là. Voilà, alors là, je peux vous le dire, hein, parce que, comme je vous le disais, depuis de nombreuses années maintenant, parce que je vieillis, bien sûr, j'ai eu tourné autour, et c'est vrai ce qu'elle dit, elle est comme ça, Charlotte, hein. Déjà, elle a souvent sourire, et puis elle est toujours concernée par ce qui l'entoure. Jean-Christophe, tu connais Jean-Christophe Bouvier? Est-ce que tu connais Jean-Christophe Bouvier? Oui, alors elle connaît visiblement Jean. Merci Jean-Christophe de me dire que le micro marche très bien. Et Sylvia, ravi que vous soyez là encore, Sylvia. Les plantes frétillent en sachant que vous êtes là, Sylvia. Bon, allez, on a fait un peu plus connaissance avec Charlotte, son parcours. Alors, je voulais le dire aussi parce que il se trouve que depuis qu'on a lancé cette émission, on a dans ce fauteuil que des gens qui bossent bien à l'école. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Charlotte, c'est pareil.
Charlotte, elle a bossé à l'école. En fait, à chaque fois, il faut que vous le sachiez, dans ce salon, il y en a un qui n'a pas super bien bossé à l'école, c'est celui qui est au micro. Bien, le reste, c'est tous des accros des études et du travail. Allez, Charlotte, on est là pour parler de l'artisanat. Euh, de façon générale, est-ce que tu peux nous dresser... Alors, déjà, de quoi on parle quand on parle d'artisanat? Et est-ce que tu peux nous dresser un portrait un peu rapide comme ça? Je te dis pas forcément conjoncturel, c'est-à-dire en tenant compte de la Covid ou quoi, mais l'artisanat en Haute-Vienne, qu'est-ce que c'est concrètement déjà en termes de forme et puis en termes de volume? Donc, quand tu parles d'entreprise artisanale, c'est une structuration d'entreprise, hein. À la base, une entreprise artisanale, c'est moins de 10 salariés au moment de son immatriculation. C'est surtout un savoir-faire, une technicité, une intervention de l'homme, et puis des secteurs d'activité. Donc, 4 secteurs d'activité pour l'artisanat: le bâtiment, les services, la production, dont les métiers d'art, et puis l'alimentaire. Voilà à peu près ce que ça recouvre l'artisanat. D'accord. Alors pour te donner un petit peu l'idée de ce que c'est l'artisanat en Haute-Vienne, c'est 9500 entreprises artisanales avec deux dominantes, le bâtiment et les services. À ces deux composantes-là, on est à 70% des entreprises artisanales à peu près sur le territoire. Les 30% qui restent se partagent entre la production et l'alimentaire. Donc 9500 entreprises artisanales. Juste à ce moment-là, je vais déjà poser un cadre. Vas-y. On est en très grande forme au niveau de l'artisanat local. L'année dernière, fin 2020, on était à 1237 nouvelles immatriculations d'entreprises artisanales. 2019, hors Covid, 1250. D'accord. Donc ça te brosse déjà un petit peu le tableau. On est vraiment en grande forme. Dernière semaine du mois de février, là, il y a quelques jours, 51 immatriculations, record battu de tous les temps pour la Haute-Vienne au niveau des IMAT. Donc vraiment, on est très dynamique sur le territoire. Après, le profil de l'artisan aujourd'hui qui s'installe, 73% d'installation en micro-entreprise. Alors pour plein de raisons, hein, parce que c'est plus facile, parce que ça permet de faire un test d'activité, parce que ça permet de s'installer vite également. Parmi les artisans, 24% de femmes chefs d'entreprise. Je voulais en parler. Alors, je vais reprendre parce que effectivement, on y reviendra. Je vous prépare une petite surprise d'ailleurs dans les semaines qui vont venir par rapport à ça. Mais 24% de femmes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que l'artisanat est un statut, une façon de faire qui se prête particulièrement au mode de fonctionnement ou aux ambitions ou au fonctionnement, oui, de ces dames? Alors, c'est beaucoup, oui, c'est bien. C'est quand même constant depuis 10 ans. D'accord. Il n'y a pas de grande évolution, en tout cas en Haute-Vienne, hein, j'entends en Haute-Vienne. Oui, c'est un mode qui peut se prêter effectivement pour des ambitions de femmes et pas forcément que dans les domaines comme la couture ou l'alimentaire où on aurait l'occasion de les voir. Je vais faire un petit coucou, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais moi ma sœur, elle est chef d'entreprise artisanale dans le bâtiment. Exactement. Et si elle est là, il faut qu'elle nous fasse coucou. Hein. Elle nous envoie par tonne. Voilà, exactement. Elle est chef d'entreprise artisanale dans le bâtiment et comme quoi ça se fait aussi hein, d'être femme et chef d'entreprise dans le bâtiment dans un monde d'hommes, hein, traditionnellement d'hommes. Donc oui, l'artisanat pour les femmes, bien sûr. C'est un beau progrès, Sylvia. Oui, alors, Sylvia, on pourrait en discuter longtemps. Alors moi, je ne suis pas sur la logique du progrès parce que j'ai pas les chiffres avant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le chiffre ne baisse pas, donc ça veut dire que c'est peut-être adapté, ça c'est une bonne chose. Et puis alors, pour rien vous cacher, on a préparé, enfin c'est surtout elle a bossé, je vous ai dit, elle bosse à l'école, alors bien sûr, elle m'a tout préparé. Moi, ce que je trouve intéressant surtout, c'est qu'on est dans des structures professionnelles où le taux de survie est extrêmement important. Moi, enfin, je n'ai pas les autres chiffres, parce que comme je suis un gros feignant, je n'ai pas cherché, mais les chiffres montre que on est sur un taux de survie, tu le dis, hein, des jeunes entreprises à 3 ans de 83%, c'est énorme, et un taux de survie de 65% à 10 ans, et tout ça varie
de 5 points et de 10 points si jamais les entreprises sont accompagnées. Oui, tout à fait. Effectivement, ce sont des statistiques qu'on sort à partir du ratio entre les immatriculations, les radiations, etc. Et puis sur les listings d'entreprises, bien sûr. Et effectivement, ça montre que l'entreprise artisanale, elle est stable. Ça montre aussi que les projets qui sont montés sont des beaux projets, des projets qui ont du sens, des projets qui ont de l'intérêt sur le territoire et pour les populations. Donc effectivement, on est sur des taux de survie qui sont très importants, encore plus importants si l'entreprise a fait l'objet d'un accompagnement par une structure d'accompagnement. Voilà, on parle de la chambre de métier, mais il y a d'autres structures d'accompagnement évidemment pour les entreprises. Ce que je voulais te dire, et peut-être c'est intéressant aussi de le poser là, c'est que même le contexte Covid n'est pas venu entacher ce point de stabilité-là. 577 radiations en 2020, 740 en 2019. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le contexte Covid n'a pas été, encore peut-être, un point de difficulté majeure pour les entreprises artisanales. Elles sont stables, les projets qui se montent sont efficaces et ont du sens. Alors, c'est vrai que, je le dis, alors, si vous êtes artisan, si vous souhaitez le devenir, posez des questions. Si vous souhaitez devenir artisan, que vous avez une question technique, vous pouvez la poser. Si on ne sait pas répondre, parce que Charlotte, elle ne sait pas tout, et puis alors moi, encore moins, eh ben, elle posera la question à ses collègues qui, eux, sont payés pour savoir, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour savoir, et elle vous enverra la réponse. Et puis, si vous êtes artisan, merci de nous contacter. Là, vous écrivez pour nous parler de votre quotidien. Moi, je trouve... Alors, il fallait passer par cette photographie, c'est des chiffres. On ne va pas faire que ça pendant tout le temps, mais c'est intéressant de savoir. Moi, ce que j'ai toujours aimé, j'ai souvent fait des émissions avec l'artisanat, c'est que j'ai vraiment ce sentiment d'activité au service de l'expertise. J'ai toujours eu ce sentiment, peut-être je me trompe, peut-être voilà, qu'en fait, les artisans se lançaient quand ils avaient bien réfléchi leur truc, quand ils avaient bien réfléchi et qu'ils avaient bien réfléchi le fait que finalement ils pouvaient vivre de leur expertise. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Et franchement, alors oui, je trouve que c'est important aussi quand on dit que le taux de survie, etc., augmente quand ils sont accompagnés, parce que j'ai rencontré beaucoup d'artisans qui détiennent l'expertise technique, et puis qui sont un peu moins à l'aise sur tout le reste. Mais quand on les accompagne, franchement, c'est le top. Oui, tu as complètement raison, Bruno. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont d'un niveau de technicité incroyable. Moi, je rencontre tous les jours des entreprises, et puis j'en entends encore plus parler d'autres par effectivement les conseillers de la chambre de métier, des entreprises avec un niveau d'expertise, de savoir-faire assez incroyable. Je vais le lâcher. Oui, regarde, lâche-le. Impeccable. Donc voilà, des chefs d'entreprise qui ont un niveau de technicité incroyable, et en même temps, le chef d'entreprise artisanale, il est couteau suisse. C'est-à-dire que ce sont des petites structures, parfois il est seul, souvent il est seul. Il faut être couteau suisse, il faut connaître son métier, produire, il faut aller faire du commercial, de la clientèle, la gestion de la comptabilité, surtout quand on est en micro parce qu'on n'a pas de comptable. Il faut s'intéresser aux aspects juridiques, il faut faire de la veille réglementaire, etc. Bon, nous, à la chambre de métier, on est là pour les aider à ça. Le principe, c'est que quelle que soit la question du chef d'entreprise, et même avant même qu'il ait son entreprise, on est là pour l'accompagner sur du projet, sur de l'accompagnement à la création, à la reprise, pour parler des questions de statut. Qu'est-ce que je prends comme statut juridique par rapport à mon choix aujourd'hui, par rapport à mes ambitions entrepreneuriales, je choisis quoi? Qu'est-ce qu'il me faut d'un point de vue réglementaire? Tiens, je m'installe dans la réparation automobile. Comment ça se gère les déchets dans la réparation automobile? Comment ça se gère les conditions d'hygiène et de sécurité si je m'installe en boucherie? Comment ça se calcule un prix de revient? Comment moi je vais faire pour faire mes premières déclarations à l'URSSAF? Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire dans le cadre de l'accompagnement à la création, en amont de la création et dans les 3 premières années de vie. Alors, vous allez voir, elle parle bien. Bah, bien sûr, on se dit, elle est en train de nous vendre un truc, c'est la Foire Expo. Est-ce que tu nous vends un truc? Parce que, est-ce que tu es en train de nous dire, là, les gars, venez, on va vous vendre de la prestation? Ou alors, est-ce que c'est votre boulot? Dis-moi. Alors, je vais te dire, je ne suis pas en train de te vendre quoi que ce soit parce que ça va être complètement indolore pour les personnes qui vont venir nous voir.
Je m'explique, la quasi-totalité, sinon la totalité des prestations qu'on propose aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise, elles sont prises en charge par nos partenaires financeurs et en partie par la région Nouvelle-Aquitaine et par nos structures à nous, consulaires. Donc le principe, c'est que le chef d'entreprise ou le porteur de projet, il vient nous voir, il pose ses questions, il est accompagné, il choisit, on l'accompagne jusqu'à faire ses démarches et il repart dans son entreprise, travailler pour ses clients, développer sa boîte. Voilà. Indolore, elle a dit. Hein, vous savez, elle voulait être dans la santé. Ben, elle a basculé sur l'artisanat. C'est indolore. Vous sentez rien passer. Non, c'est important de le dire. Si vous avez bénéficié des accompagnements, des services de la chambre de métier de l'artisanat, que ce soit d'ailleurs d'ici ou d'autres départements, hein, on est un peu chauvin, mais pas plus. Dites-le. Je vois qu'il y a des gens là qui suivent. Alors, on a fait un peu ce point là. Il y a deux enjeux, je trouve, deux enjeux deux ou trois enjeux dans l'artisanat, moi, de mon point de vue. La création, on vient d'en parler, c'est un enjeu important. La transmission, la cession, la reprise, hein, bien sûr, les deux vont ensemble. Où on en est aujourd'hui, donc la création, tu nous en as parlé un peu, l'enjeu de la cession, de la reprise, parce que derrière, il y a aussi les personnes qui prennent leur retraite. Quel est le paysage là-dessus? Alors, particulièrement dans l'artisanat, où la notion de savoir-faire est extrêmement importante, la notion de transmission est particulièrement importante pour pas que ces savoir-faire se perdent. On peut avoir une pensée particulière pour Annie. J'allais le dire. Je ne parle jamais de création de reprise. Je parle jamais de création de reprise d'entreprise sans penser à Annie Lecomte. Que ce soit clair, Annie, si tu es là. Oui, tout à fait. Chez nous, c'est Annie, effectivement, qui est un peu la spécialiste, enfin, pas un peu d'ailleurs, qui est complètement la spécialiste de la cession et de la reprise d'entreprise et qui est aidée par Stéphane, hein, sur la reprise également. Donc, effectivement, alors où on en est? On accompagne toujours, hein, des cédants et des repreneurs tous les ans, évidemment. Je dois dire quand même que sur la reprise, c'est parfois un peu compliqué. Alors c'est parfois un peu compliqué de susciter des vocations dans certains domaines, notamment dans des domaines comme la boulangerie, où les conditions de travail sont quand même des conditions rudes, hein, il faut le dire. Et on a parfois un petit peu de difficulté à trouver des repreneurs. Aussi parce qu'avec le mouvement d'augmentation de la micro-entreprise, micro-entreprise et reprise d'entreprise, ça ne va pas très bien ensemble. Voilà, parce que pour reprendre une entreprise, il faut quand même avoir un peu les reins solides. Il faut être en capacité, oui, de reprendre un portefeuille, une clientèle, de reprendre éventuellement des salariés, du matériel, un fonds de commerce, etc. Donc ça ne fait pas bon ménage. Donc la montée de la micro rend les choses en reprise assez difficiles. Ceci étant, une installation par une reprise d'entreprise, c'est aussi une assurance de sécuriser son projet et on ne peut qu'inciter effectivement les gens à se poser la question de la reprise lorsqu'ils envisagent de créer une entreprise, si c'est dans un domaine où il existe effectivement des entreprises à reprendre et pour ça, nous on a la liste, hein, il suffit de venir vers nous, Annie a la liste, des entreprises à reprendre. Alors je vais être un peu taquin, mais ça aussi, c'est quelque chose. C'est bizarre, hein, j'ai travaillé une ou deux fois avec Annie et c'est quelque chose qui m'est toujours resté en tête. Et on dit effectivement la difficulté de reprendre une entreprise, mais il y a aussi la difficulté de céder son entreprise quand on est artisan. Parce que alors, s'il y a bien une typologie d'entreprise dans laquelle on considère que l'entreprise c'est son bébé, déjà on a du mal à vendre son bébé. Enfin, moi, le dernier que j'ai vendu, je n'ai pas vendu cher. Non, mais. Voilà, et on a du mal à évaluer le prix. Là aussi, vous venez en appui pour évaluer, puis pour rassurer un peu le cédant. Alors oui, pardon. Effectivement, on a un rôle à la fois auprès du repreneur, mais évidemment auprès du cédant, avec un travail d'évaluation de l'entreprise à céder. Il y a effectivement parfois un gap entre le prix réel d'une entreprise et le prix psychologique ou émotionnel de l'entreprise. Le rôle effectivement de la cellule Artère, c'est aussi d'accompagner le chef d'entreprise pour comprendre ce gap et pour comprendre aussi que peut-être il va falloir baisser son prix. Peut-être ça veut dire de ne pas pouvoir acquérir une maison au soleil comme je l'avais souhaité, mais en même temps,
c'est à ce prix-là qu'on pourra transmettre l'entreprise aussi. Et on a parfois cette difficulté à faire comprendre qu'un prix trop élevé eh ben, ne trouvera pas preneur du tout. Et ça, c'est aussi le rôle effectivement de la cellule artère. Et puis, on accompagne les cédants dans ce diagnostic évaluation, dans cette prise de conscience et dans la mise en relation avec le repreneur. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, on joue ce jeu d'interface avec le repreneur, de dialogue, d'échange entre eux pour faciliter des reprises. Et j'ai en tête de super reprises qui ont très très bien marché, où le cédant a accompagné le repreneur sur quelques mois, quelques années dans la mise en place de nouveaux produits innovants. J'ai en tête une brasserie, Annie, ça te parlera, qui s'est passée comme ça, où effectivement le cédant a été très présent pour la repreneuse, qui maintenant fonctionne du tonnerre grâce à cet accompagnement-là. C'est vrai, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les sessions. Le cédant, il reste un peu, il reste un peu là, il accompagne. Moi, j'ai vu ça pas mal. J'ai quelques chiffres là quand même, c'est pas anodin. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, mais en 2020, près de 900 personnes ont été informées sur la création, la reprise d'entreprise. Et il y a eu 173 porteurs de projets qui ont été accompagnés par les agents de création et Artère. Alors, c'est important à dire ça aussi quand il y a un accompagnement, c'est pas par hasard derrière. Une fois de plus, on est toujours en train de dire il se passe rien, il se passe rien. Non, il se passe des choses. Encore faut-il oser pousser la porte et aller se renseigner. Là, j'ai sous les yeux le programme Entreprendre avec la région à vos côtés. Il y a le dispositif Artère. Il y a différentes phases d'accompagnement, la sensibilisation individuelle et collective. Il y a le créathlon, qui est une belle initiative aussi de la CMA. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Une fois de plus, dites-vous bien, je me permets, je ne travaille pas à la chambre de métier, mais ça c'est valable dans plein de choses. Quand vous avez une question, allez les poser aux bonnes personnes. C'est pas parce que votre voisin a eu une mauvaise expérience ou qu'il n'a pas su faire que ça devient une vérité empirique. Allez poser des questions. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je prends le téléphone. Si ça relève de l'artisanat, je téléphone à Annie, je téléphone à Charlotte et j'ai la réponse. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais faites cet effort. C'est déjà le premier pas vers la construction de son projet que d'aller se renseigner. Je crois que c'est important. Il y a toujours quelqu'un chez vous. Alors, il y a toujours quelqu'un chez nous. Il y a même eu toujours quelqu'un pendant la période Covid et les artisans ont pu nous solliciter. Il y a toujours quelqu'un sur la création reprise. Tous les matins, vous pouvez rencontrer un conseiller de la chambre de métier sans rendez-vous ou prendre contact avec lui téléphoniquement sans rendez-vous pour avoir des informations sur la création, la reprise d'entreprise. C'est notre système, ce qu'on appelle l'astreinte primo chez nous. On reçoit les gens sans rendez-vous pour leur donner ces informations-là. Et puis, s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, on rentrera dans une phase d'accompagnement avec des rendez-vous présentiels, distanciels, téléphoniques. On s'adapte aux besoins. On peut se déplacer aussi, évidemment, auprès des personnes qui seraient en difficulté pour se déplacer. Tout ça pour effectivement, tu as raison, aller répondre aux interrogations, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de question bête, on est là pour ça, avec des conseillers qui sont plutôt axés sur la gestion de l'entreprise et puis des conseillers experts aussi. C'est important de le savoir, on a des gens qui sont experts sur l'environnement et les questions de valorisation des déchets, d'eau, de gestion de l'énergie, etc. On a une chargée de mission spécialiste de l'alimentaire. Et ça, c'est important aussi, toutes les questions réglementaires, d'hygiène, de sécurité dans l'alimentaire. Voilà, toutes les questions, on a une réponse. Et si on n'a pas une réponse, on a un réseau. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on pourra aussi orienter les gens vers les bons interlocuteurs. Bon, j'espère que vous avez compris parce que là, j'ai l'impression que ça dort. Alors, il y a toujours du monde qui regarde, mais il n'y a pas de questions. Alors, Sylvia est toujours là, je vois bien. Jean-Christophe, à part s'appeler Bouvier, il ne pose pas de questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, moi, je voulais vous dire quand même, parce que ça aussi, c'est important. C'est important d'avoir des services de proximité et où l'accueil est bon. Moi, chaque fois que je vais là-bas, je suis bien reçu. Alors, si je suis bien reçu, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas bien reçu. Voilà, allez, on va continuer un peu cet échange. Je vous le dis, posez des questions, faites des remarques si vous en avez. Je suis un peu déçu, personne n'a remarqué que j'avais de nouvelles lunettes depuis la semaine dernière. Bon, vous ne me regardez pas, enfin vous regardez Charlotte, mais ça je comprends. Et moi, vous ne me regardez pas, c'est pas grave. On va continuer un peu le tour de l'artisanat. On le disait, c'est des structures où la personne elle a de l'expertise, c'est un peu le couteau suisse. Alors il y a des moments c'est un peu lourd et puis là la période fait que c'est plutôt un avantage parce que on a des... Oui, Sylvia elle travaille en même temps qu'elle nous regarde. Merci Sylvia.
on est dans une période où il y a de grosses structures qui ont souffert. Et puis, il y a celles, sans doute, parmi lesquelles les artisans, qui ont plus de capacité d'action, plus de capacité d'adaptation, plus de capacité de réaction. Bon, il n'empêche, bien sûr, que le secteur est touché. Est-ce que tu peux, là aussi, nous faire une photo de l'artisanat dans cette période pour le moins troublé? Ça fait 1 an maintenant. Bah oui, écoute, 1 an jour pour jour qu'on rentrait en confinement, donc évidemment le secteur de l'artisanat a été surpris autant que les autres secteurs. On a subi dans l'artisanat des fermetures administratives, on a subi évidemment des difficultés, des ralentissements de chantier pour des questions d'approvisionnement, pour des questions de contraintes sanitaires, de déplacement, etc. Il y a des secteurs qui souffrent, il ne faut pas le nier. Le secteur de la restauration, le secteur de l'événementiel, on le sait, sont des secteurs particulièrement impactés. Et en même temps, il y a aussi des secteurs qui ont fait de cette période un tremplin, une opportunité. Alors un tremplin pour des secteurs qui, je pense à une entreprise par exemple qui faisait du nettoyage de bâtiments, qui s'est spécialisée dans la désinfection de bâtiments, elle a formé tout son personnel, elle s'est rééquipée entièrement pour ça et son chiffre d'affaires a augmenté avec ça. Je pense à d'autres entreprises qui n'ont pas forcément tout de suite augmenté leur chiffre d'affaires mais qui ont fait de cette période une période de réflexion, de repositionnement de l'entreprise. On va réfléchir à la mise en place d'un site internet, ça fait 3 ans qu'on est installé, on n'a jamais pris le temps, c'est peut-être le moment de le faire. On va réfléchir, jusqu'à présent je faisais des petits chantiers parce que j'étais pas bien équipée, c'est peut-être le moment d'aller voir la chambre de métier pour qu'on fasse un dossier de subvention pour investir dans une grue me permettant de passer sur un chantier de plus grande envergure, sur du bâti ancien, etc., etc. Donc ils ont fait de ce temps-là un temps d'opportunité. Et puis, c'est aussi de l'ADN de l'artisanat, tu le disais tout à l'heure, d'être agile, d'être flexible, d'être adaptable. On l'a vu pendant cette période. Nous, aujourd'hui, à la Chambre de métier, notre objectif, c'est d'accompagner cette agilité avec différents dispositifs, tous ceux de la Chambre de métier, mais avec différents dispositifs qui permettent de faire un accompagnement global des artisans, qu'il s'agisse de questions de trésorerie, mais aussi moi j'aimerais bien me positionner sur de la vente en ligne. Ou il va s'agir, moi je voudrais bien lancer une nouvelle gamme de produits. Ou voilà, on va les accompagner d'une façon complémentaire. Moi j'ai toute une équipe avec des agents qui ont chacun leur spécificité, mais qui vont pouvoir accompagner de façon globale les artisans qui ne peuvent pas tout faire tout seuls. Parce que c'est pas possible, on peut pas être dans la production et dans tout le reste. Donc ils ont déjà un savoir-faire qui est énorme et nous on est juste là pour faciliter les choses. Alors, on a quelques. Attendez, laissez-moi lire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, madame? On se renseigne. Le conseiller de vous demander à voir quelqu'un d'individuel ou il vaut mieux attendre. Ah, alors oui, alors, voilà une question. Quelqu'un qui est de la Corrèze, visiblement. Viviane, mon mari voulait rencontrer quelqu'un pour se renseigner pour créer son entreprise du bâtiment. Il a téléphoné à Tulle, c'était plus près. Pour lui, on lui a proposé une réunion collective mais pas individuelle. Est-ce que tu lui conseilles de demander à voir quelqu'un en individuel ou il vaut mieux qu'il attende d'être allé à cette réunion? Qu'est-ce que tu proposerais toi? Alors, moi je dirais que les deux sont intéressants et que je commencerai par la réunion collective. Parce que la réunion collective va déjà permettre d'abord de mettre un pied dans la chambre de métier, et ça c'est plutôt intéressant, de rencontrer un conseiller, parce que celui qui fait la réunion d'information, c'est un conseiller création reprise de la chambre, voilà. D'avoir les premières infos sur des questions juridiques, sur les questions de qualification. On n'en parle pas assez, mais il y a quand même des métiers pour lesquels, notamment dans le bâtiment, la qualification est absolument indispensable. Donc voilà, tout ça, il va pouvoir le valider lors de la réunion collective. À la fin de la réunion collective, il va aller voir le conseiller qui a animé cette réunion pour avoir un accompagnement individuel, ici encore, complètement gratuit pour lui, pris en charge par les structures. Alors en plus, moi, Viviane, je rajouterais que c'est toujours intéressant d'aller sur une réunion collective parce qu'en fait, on est avec d'autres personnes qui sont dans la même logique que nous et puis des fois, ils posent des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc de fait, ça aide à préciser un peu notre positionnement. Voilà, Viviane. J'espère que ça vous va comme réponse. Bon, tu me diras, on lui dit d'aller à la réunion, puis c'est tout. Il va à la réunion, il se renseigne, et après, un entretien individuel, ça ira très bien.
On est dans une période, on l'a dit, assez compliquée, où pour le moins le numérique prend une importance toute particulière. Là aussi, la chambre de métier a un rôle à jouer dans l'approche et dans la transition numérique. Alors oui, peut-être ça surprend certains quand on parle de numérique dans l'artisanat. En fait, Mm. c'est pas du tout antagoniste, hein. Le numérique au service du savoir-faire, c'est plutôt une dynamique intéressante et partagée au niveau national, hein. Le ministre de l'artisanat est vraiment dans cette dynamique-là. Alors nous, on a un conseiller qui est arrivé en plein milieu du Covid, puisqu'il est arrivé le 11 mai, D'accord. donc date de reprise en présentiel des activités, dédié à l'accompagnement numérique des entreprises artisanales. Et alors, il peut vous accompagner sur tout un tas de thématiques. Alors, bien sûr, on pense tout de suite site web, visibilité, réseaux sociaux. OK. On va pouvoir parler de commercialisation en ligne, site marchand, mais pas que. On peut vous accompagner sur l'intégration, voire même le montage de plateformes de commercialisation. On peut travailler à l'échelle locale, on peut travailler à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Nous, on travaille aujourd'hui sur un corner made in France sur Cdiscount, par exemple, pour les artisans. Un corner. On va pouvoir travailler évidemment sur la modernisation des outils de production, parce que le numérique, c'est pas forcément de l'ordinateur, hein. Ça peut être aussi de la modernisation des outils de production. J'ai en tête plusieurs entreprises qu'on a accompagnées l'an dernier. Une qui a investi dans du matériel numérique dans la menuiserie. Un coiffeur qui s'est équipé de miroirs connectés. Je Voilà. comprends. Je comprends les coiffeurs, les miroirs connectés. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été, mais je conçois que ce soit intéressant. Voilà. Et puis évidemment après tous les outils de gestion, hein, les outils de gestion relation client, les outils de gestion de stock, les outils de gestion de production. On travaille aussi, et c'est pas inintéressant de le savoir, on travaille avec la gendarmerie sur la cybersécurité pour les données des entreprises. C'est important ça. Voilà, donc ne pas hésiter si vous avez une question à venir vers nous. On est vraiment aussi là pour répondre à ce type de questions qui se posent de plus en plus, notamment avec le RGPD, hein, pour les entreprises. Et puis, encore une fois, si vous avez un projet numérique et que vous êtes en recherche de financement, on est aussi là pour vous aider à monter des dossiers de sub. Je vous l'avais dit, hein. Ah, elle est top, hein. Et oui, parce que quand on est un peu comme moi, là, vous savez, on invite des gens, on connaît les bons clients et les mauvais clients. Alors, comptez pas sur moi pour vous donner les mauvais clients. Charlotte, c'est un bon client, hein. Ah oui, ben oui, elle connaît son sujet, elle est plaisante, vous voyez, même derrière le masque, on voit qu'elle sourit. Et puis en plus, moi je trouve ça très intéressant, je vois chacune de ses paroles. Alors je vais pas poser la question qui vient après, va pas être très longue. On voit bien, il y a le passage vers le numérique qui est de toute façon incontournable. Et c'est vrai que dans le secteur de l'artisanat, peut-être certains ont du mal à faire le cheminement, mais la transition numérique peut, à mon sens, permettre de se concentrer encore plus sur l'expertise technique, de façon à automatiser un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, enfin, il me semble en tout cas. Et oui, Sylvia, bien sûr, elle est tellement précise que vous n'avez plus de questions. Eh bien, donc, il va falloir baisser de. Tu vas nous dire des trucs un peu faux, on va voir s'ils suivent. Et puis voilà. Merci, Sylvia. Donc, oui, la transition numérique. Quelque chose, est-ce que c'est un phénomène de mode ou pas? Je pense pas, mais en tout cas qui est important, encore plus sur les nouvelles générations, je dirais, pourquoi pas, mais c'est la transition écologique. Là aussi, la chambre de métier tient sa place. Alors, ouais, c'est un vrai sujet pour un certain nombre d'artisans au quotidien, hein. Alors, on est dans le contexte du changement climatique, ça on en entend parler quasiment tous les jours, entre deux interviews sur le Covid. On est aussi dans un contexte où ce sujet-là, c'est un peu la marotte de nos collectivités, hein. Aujourd'hui, on a le programme Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine qui apporte une ambition assez forte pour l'industrie, mais aussi pour l'artisanat. Et puis, nous, C'est quoi ce programme? c'est un programme, ce sont les grands enjeux de transformation écologique du territoire pour les entreprises, pour les collectivités, portés par la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et donc, ce programme, il irrigue en fait, hein, toutes les actions qu'on peut faire, et évidemment, il irrigue aussi les demandes d'aide financière que peuvent porter les artisans sur des projets d'investissement notamment. Donc nous, évidemment, on travaille sur ce sujet. J'avoue qu'on n'a pas attendu que le changement climatique soit à la mode pour qu'on se mette à bosser dessus. On a un chargé de mission dédié sur ce sujet depuis de longues années maintenant.
Et on va travailler sur toutes les questions de transition. Donc on va pouvoir parler, je te le disais tout à l'heure, sur la gestion des déchets, sur la valorisation des rebuts. Par exemple, on va pouvoir travailler avec le bâtiment sur les notions de déconstruction et non plus sur les notions de démolition. On va pouvoir travailler sur la gestion de l'eau. On va pouvoir travailler sur les gestions de l'énergie et notamment, je pense, dans les métiers de bouche, avec des matériels très énergivores, des fours, des chambres froides. Voilà, on peut travailler là-dessus. On va pouvoir travailler évidemment sur de l'approvisionnement en circuit court et puis sur des sujets qui sont encore plus à la mode aujourd'hui parce que les pouvoirs publics s'en sont saisis pour apporter aussi des aides. On va pouvoir parler d'écomobilité et d'investissement dans des véhicules propres, hybrides, électriques avec des aides tremplins qui sont en train de se mettre en place pour les entrepreneurs ou encore d'isolation des bâtiments avec MaPrimeRénov', tout ce qu'on entend actuellement. Donc, cette notion de transition écologique, alors c'est un effet de mode peut-être, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité pour les entreprises parce que ce sont des démarches qui sont soutenues par les aides, parce que ça peut faire des gains, des économies très claires, et puis parce que ce sont des leviers de bonification pour des futures demandes de financement. Donc voilà, vraiment un sujet qui mérite d'être travaillé, et ben, on est là pour ça. Écoutez, je viens de prendre une décision. La semaine prochaine, il y a de l'écho dans mon salon, il y aura Charlotte Bouvier. Et la semaine d'après aussi. Donc, elle est bonne. Super, si vous voulez. Alors, je tenais quand même à en refroidir certains. Je sais que dès demain, vous allez aller à la chambre de métier pour demander des aides, des renseignements. Attention, pas d'erreur. C'est pas Charlotte qui vous reçoit. Charlotte, elle est là. Non, c'est pas ça. Elle est dans son bureau là-haut. Elle vous fera un coucou si vous dites que vous avez suivi l'émission. Si vous n'avez pas suivi l'émission, elle ne répondra pas. Mais c'est pas elle qui reçoit à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on a parlé et souvent quand on pense chambre consulaire, on pense création, on pense cession, on pense reprise et on ne pense pas forcément développement. Et pourtant, là aussi, c'est une des caractéristiques. Vous êtes là tout au long de la vie de l'entreprise. Alors, ça concerne peut-être moins d'entreprises dans l'absolu, hein, puisqu'on parle de développement, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on soit un peu établi et puis qu'on ait une stratégie aussi, des choses comme ça. Mais c'est essentiel d'accompagner le développement des entreprises. Alors oui, effectivement. Le principe du service économique dont moi je m'occupe, c'est d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises installées tout au long de la vie de l'entreprise, de sa création, de la reprise, jusqu'à la cession en passant par les phases de développement et éventuellement de difficultés, puisqu'on a aussi quelqu'un chez nous qui s'occupe des entreprises en difficulté à temps plein. Ces phases de développement, en fait, tout type de développement. Même une entreprise juste installée peut être en phase de premier développement sur des approches commerciales notamment. D'accord. Et donc là, on va pouvoir accompagner les entreprises sur de la structuration de vitrines, de showroom, sur une première participation dans un salon, sur de l'étiquetage, sur du packaging innovant. On va pouvoir aller sur ces sujets-là, ou même sur de la structuration de filière et de la mise en réseau. Ça va être déjà du développement commercial. D'accord. On va pouvoir accompagner les entreprises sur du développement dans l'innovation. Pareil, on pense parfois que l'artisanat est un peu en retrait sur le domaine de l'innovation. Ce n'est pas qu'il est en retrait, c'est parce qu'il ne le dit pas. Il en fait beaucoup, l'artisan de l'innovation. Il n'a pas forcément le temps de le mettre en valeur, mais il fait de l'innovation, que ce soit dans les produits ou dans les process, que ce soit de l'innovation sur des modes de commercialisation, que ce soit dans l'organisationnel également. Et ben voilà, moi ça me tient un peu à cœur, hein, l'innovation, je le disais tout à l'heure. Et oui. C'est un sujet qui me tient un peu à cœur de par mon parcours. Et voilà, l'artisanat regorge d'innovation. On accompagne les artisans sur du montage de gamme, sur de nouveaux modes de commercialisation, sur aussi des démarches de propriété industrielle et propriété intellectuelle. Si ce n'est pas nous, c'est nos partenaires, c'est l'INPI, c'est les cabinets avec qui on travaille qui peuvent accompagner là-dessus. Et puis il y a aussi, et surtout, pour peut-être le développement qu'on connaît le plus, ce qu'on appelle chez nous le développement stratégique, c'est-à-dire tout ce qui va être investissement dans du nouveau matériel, acquisition de locaux ou déplacement d'entreprises, tout ce qui va être mise en collaboration, recrutement également et embauche. Bon, là-dessus aussi, on est là, on accompagne. L'idée, c'est de viabiliser les projets. Donc d'étudier avec le chef d'entreprise quels sont les points forts, les points faibles de son projet et de voir comment on peut le solidifier. Est-ce que c'est en lui proposant de la formation,
Est-ce que c'est en lui proposant de la mise en réseau? Et puis, évidemment, le montage de dossiers, parce que ça, voilà, c'est toujours le nerf de la guerre. Alors, Sylvia, je ne vais pas dire qu'elle vient de se réveiller, c'est qu'elle était en train de travailler en nous regardant, enfin en te regardant et en t'écoutant comme moi, en buvant tes paroles. Elle dit aussi qu'il y a la fusion de deux entreprises aussi pour avoir les moyens d'innover. Oui, tout à fait. Alors, la fusion, bien sûr, mais même simplement le regroupement d'entreprises. C'est une thématique sur laquelle on travaille pas mal en ce moment et prochainement, on proposera un petit atelier à nos artisans à ce sujet-là. Le regroupement, la collaboration d'entreprises pour répondre, que ce soit dans le bâtiment, pour répondre à des appels d'offres, par exemple. Mais au sein d'une nouvelle structure ou simplement un partenariat comme Alors, ça? il y a plusieurs possibilités. Il y a de la structuration qui peut se faire effectivement sous une forme de GIE, par Oui. exemple, ou sous Groupement d'autres formats. d'intérêt économique. Pardon, je jargonne, hein. Tu vois, tu fais bien de me reprendre. Je jargonne, oui, groupement d'intérêt économique ou même coopérative. On a monté en 2019 une coopérative de service à la personne. Oui, il y a un très beau reportage qui a été fait par 7 à Limoges. Un très beau reportage qui a été fait par la chaîne 7 à Limoges que vous trouverez sur un site magnifique qui s'appelle emploi-nouvelle-aquitaine.fr ou alors vous cherchez 7 à Limoges et vous recherchez la coop et voilà. Donc effectivement, oui, ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez. L'union fait la force en fait. Oui, c'est exactement ça. Alors, ça peut être une collaboration structurée hein, dans ce cadre-là. Ça peut être aussi des collaborations temporaires. Il y a ce qu'on appelle effectivement les groupements temporaires qui permettent de répondre notamment à des marchés publics. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a envie de travailler aussi, et c'est aussi une question qui nous est posée par l'État, hein, de travailler sur ces réponses pour que les artisans puissent se positionner sur des gros chantiers. Et puis, il y a les collaborations inter-artisans. Je pense à un collectif de petits artisans. Petit n'est pas un péjoratif, hein, c'est parce qu'ils travaillent. Taille. Voilà, de petite taille. D'artisans plutôt côté métier d'art qui souhaiteraient se regrouper aujourd'hui dans une unité de lieu et pouvoir mutualiser leurs moyens en commun. Et donc voilà, on travaille avec eux pour essayer de les structurer là-dessus. Vous voyez, moi c'est pour ça que j'aime bien parler d'économie, parce qu'en fait j'y connais rien à l'économie. Mais l'économie, ce sont des histoires de vie. C'est ni plus ni moins que ça, vous voyez, des gens qui se rassemblent, des gens qui font des efforts tout seuls, les gens, on va les aider, on va les écouter, on va les accompagner. Ce sont des histoires de vie quand on y réfléchit bien. Quand on est accompagné par la chambre de métier, quelle belle vie, quelle belle vie. Alors on va aborder un point qui me tient particulièrement à cœur, l'emploi. L'emploi, le recrutement, éventuellement la formation. L'artisanat. Alors moi j'ai un site, hein, je le disais tout à l'heure, j'ai un site de recrutement. Je vois pas beaucoup d'offres d'artisans. Et quand j'en ai, malheureusement, j'ai pas beaucoup de candidats. Je le reconnais. Je suis obligé de mettre en place des stratégies pour essayer de rattraper des candidats. Alors il y a deux solutions. Soit on est en plein emploi, c'est-à-dire que tous les gens qui sont formés aujourd'hui dans les CFA, etc., sont CFA ou ailleurs. Mais j'aborde le point du CFA parce que tout le monde ne connaît pas forcément les relations qu'il y a entre le CFA et la chambre de métier. Soit il y a une déperdition, soit il y a quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler des problématiques de recrutement dans l'artisanat ou alors dans certaines branches de métier? Voilà, moi j'ai un exemple, par exemple, tout simple. Vous savez, il faut toujours donner des exemples quand on parle d'éco. Mon fils est boulanger. Alors, j'insiste bien, il est boulanger, il s'est formé adulte. Hein, il n'a pas fait un apprentissage, etc. Il a fait son premier emploi. C'est fini. Il ne veut plus jamais travailler dans la boulangerie. Et ça me donnait, l'autre jour j'en discutais puisque je suis allé justement filmer une boulangerie, une nouvelle boulangerie. Et je me faisais la réflexion avec le caméraman et je me disais c'est un très beau métier boulanger quand on est patron. Et c'est pas forcément facile quand on est ouvrier. Voilà, c'était une réflexion un peu personnelle. La thématique de l'emploi, de la formation, du recrutement est complexe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, tu as complètement raison. La thématique de l'emploi, c'est l'un des sujets les plus délicats aujourd'hui dans l'artisanat. Je le disais tout à l'heure au sujet des repreneurs, on a du mal à susciter les vocations, c'est aussi le cas pour les salariés. Pourtant, tu as raison de parler du CFA, donc le lien avec le CFA, c'est que le CFA Moulin-Rabot, donc à Limoges, donc c'est le CFA, c'est un centre de formation d'apprentis. D'apprentis, et donc le CFA Moulin-Rabot, pour lesquels il y a des filières dans l'alimentaire, la coiffure, l'automobile, et le CFA de la chambre de métier de la Haute-Vienne. Donc c'est là le lien. Il faut savoir que le taux d'insertion à 3-6 mois, même à l'issue d'un CAP, c'est 90%.
Donc ça veut dire qu'il y a des vraies opportunités dans l'artisanat pour l'emploi. Ceci étant, on a quand même des difficultés à recruter, on a des entreprises, et je pense, tu me parlais de l'alimentaire et de la boulangerie, c'est vrai, moi je te parlerai aussi du bâtiment, dans l'électricité, dans la plomberie, dans des secteurs bâtiments, on a aussi de grosses difficultés à recruter et à fidéliser. Et l'exemple de ton fils est assez juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a recruté et puis on n'a pas réussi à garder ou il y a eu un dégoût à un moment donné qui s'est passé, enfin quelque chose qui s'est passé et on n'arrive pas à fidéliser ses employés. Alors on essaye de travailler ça, parce que c'est un vrai sujet. Là-dessus, on est mobilisé avec Pôle emploi, on est mobilisé avec l'APEC, on essaye de travailler ces sujets-là. On essaye aussi parce que l'artisanat, je disais tout à l'heure ça pour l'innovation, on en fait beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment ça l'artisan. Il y a beaucoup de savoir-faire, il n'y a pas beaucoup de faire savoir. Donc on essaye de donner de la visibilité au métier de l'artisanat. J'en profite, je fais un tout petit peu de teasing, mais samedi, c'est les journées portes ouvertes du CFA, en présentiel 9h-17h, donc c'est peut-être le bon moment pour aller voilà, à la rencontre de ces formations-là. On essaye de donner de la visibilité à travers des propositions de stages d'immersion, des possibilités de venir toucher ce que c'est que l'artisanat. Et puis, on a depuis 1 an une mission à la Chambre de métier qui est la mission de conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est mon collègue Eric qui est responsable de la formation et qui est aussi conseiller en évolution professionnelle, qui reçoit des actifs, des salariés qui souhaiteraient se reconvertir et qui cherchent un peu de sens dans leurs activités. Et à l'occasion de cette mission, on les oriente pas que vers l'artisanat, mais aussi vers l'artisanat et on essaye de les accompagner dans le mûrissement de leur projet de vie, parce que tu avais raison quand tu le disais tout à l'heure, ce sont des projets de vie, l'artisanat. Alors j'en profite aussi, je fais un peu d'autopromotion parce que c'est extrêmement rare. Donc je vous le dis, si vous êtes patron ou vous êtes conjoint ou conjointe de patron, de patronne, etc. Depuis hier et avant-hier, sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr, il y a 2 jeunes qui ont posé leur CV et qui recherchent un apprentissage en mécanique et un en apprentissage en peinture. C'est extrêmement rare. Donc je vous le dis, je l'ai fait passer sur tous les réseaux. J'espère bien quand même qu'ils vont au moins avoir des entretiens. Sinon, c'est à tomber par terre. Alors effectivement, oui Sylvia, je vais relancer là-dessus justement parce que, bien sûr, ça me tient particulièrement à cœur, l'emploi et la formation. Un jour, il va falloir, c'est pas que pour l'artisanat, mais un jour, il va falloir que l'on sorte. J'ai fait de l'insertion pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on s'est dit, il y a certains métiers qui ont des mauvaises images. Bon, visiblement, on n'a pas su, on ne sait toujours pas donner une meilleure image. Il va falloir un jour qu'on sorte de ça. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas sûr quand même, je m'excuse si j'en provoque certains, je ne suis pas sûr quand même que malgré certains efforts, il y ait des patrons qui ont encore bien compris qu'on ne recrute pas de la même façon aujourd'hui, ou en tout cas on ne traite pas un salarié de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà, ça là-dessus, c'est eux qui vont donner une autre image. Alors, à côté de ça, on voit quand même des évolutions. On voit des employeurs qui se disent, ben oui, dans certains restaurants, eh ben oui, il y aura 2 jours de fermeture, oui, il y aura des horaires qui seront... Voilà, ça passe aussi par ça. La deuxième chose, une question que je pose régulièrement en matière d'emploi, c'est quid des reconversions. C'est peut-être une question qui va être encore plus d'actualité qu'il y a quelques mois parce que il y a quelques mois, encore même 2-3 ans, on était dans une période d'emploi qui était relativement favorable et finalement les candidats correspondaient à peu près aux besoins. Là, il y a pas mal de gens malheureusement qui vont perdre leur emploi. Parmi ceux-ci, il y a beaucoup de gens d'une quarantaine d'années, 40-45 ans, qui, contrairement à certains jeunes, et ce n'est pas du tout une critique, c'est factuel, savent pourquoi ils doivent retourner au travail, qui ont peut-être une maison à payer, qui ont des enfants à élever, etc. Et ce public-là peut sans doute être du public que l'on peut attirer dans l'artisanat pour peu, et je vais faire le lien avec ce que me dit Sylvia, pour peu qu'on soit capable de mettre en place des modes de professionnalisation, pas forcément de qualification, d'ailleurs ça peut se discuter, mais de professionnalisation qui soient suffisamment réactifs pour en fait profiter de leur savoir-être en termes d'emploi et leur donner
peut-être des gestes de base, des compétences de base, et être opérationnel tout de suite au moment où on en a besoin quand l'économie reprend. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, moi, la formation, c'est pas mon domaine, hein, la chambre de métier, mais je vais te dire ce que moi j'en pense. Effectivement, je crois on est aussi là-dessus. On est aussi sur ce besoin de transmission, je le disais tout à l'heure, des savoir-faire, il doit se faire en entreprise. On parlait d'innovation, je te parlais d'innovation organisationnelle. L'échange intergénérationnel, il va être absolument indispensable, y compris en intégrant aujourd'hui des personnes qui sont plus âgés que des petits jeunes qui sortent d'école, etc. Ça va être absolument indispensable. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce public en quête de reconversion, on n'a pas forcément aujourd'hui la solution, on peut essayer de la chercher ensemble. C'est le rôle vraiment du CEP. Le CEP, il n'est pas là pour vous donner le conseiller en évolution professionnelle, il n'est pas là pour vous donner les solutions, il est là pour vous accompagner dans la recherche de solutions, vous amener à cheminer. Et voilà, peut-être tu auras l'occasion d'inviter Eric pour parler formation, Oui, pourquoi pas, reconversion professionnelle. Lui saurait mieux te parler que moi des formations disponibles pour les adultes, mais en tout cas, on peut essayer de travailler ces sujets-là et on essaye de le faire avec aussi les partenaires de l'emploi, parce que nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Clair. Après, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la question des employeurs. C'est aussi un retour que j'ai eu, moi, des structures comme Pôle emploi, à un moment donné, de dire, mais il y a une question sur le salarié et sur ce que le salarié est prêt à donner, est prêt à s'investir dans l'entreprise, ça c'est clair. Et il y a une évolution des mentalités là-dessus et de la jeune génération là-dessus. C'est une réalité. Et il y a aussi une évolution à avoir du côté des employeurs. Parce que puisque les salariés évoluent, nécessairement les employeurs sont obligés d'évoluer. Et là-dessus, il y a aussi quelque chose à faire. On essaye de travailler à ces sujets-là. On débute prochainement un cycle d'ateliers RH sur ce type de thématique et comment on arrive aussi à fidéliser les salariés, pas simplement par des questions de salaire, mais aussi par une attitude, une culture d'entreprise et voilà, tout un tas de petites choses. Alors c'est vrai, Sylvia qui a l'air de bien apprécier le sujet, hein, elle le dit, elle dit on progresse pour l'alternance avec des formations qui s'adaptent aux attendus des entreprises et il faut du temps, ça c'est clair. Après on développe aussi avec la FEST des modalités d'apprentissage qui sont un peu plus souples à mon avis, hein, là en interne. Voilà, qui sont peut-être un peu moins lourdes pour l'entreprise et qui, si elles sont bien gérées, tiens, j'inviterai d'ailleurs Frédéric Aubreton, qui était l'ancien directeur du CFA des 13 vents et qui s'est lancé là-dedans. Et c'est quelqu'un de très très intéressant et moi qui m'a appris beaucoup de choses. La formation modulaire, et c'est vrai ce qu'elle dit aussi, Sylvia, l'interdisciplinarité est adaptée à la situation actuelle et à venir. Décloisonner, c'est essentiel. Alors ça, c'est vrai, et c'est aussi des sujets qui durent depuis longtemps. Moi, je vais faire une remarque qui piquera peut-être certains. Je pense aussi que certains souffrent de leur passion. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des artisans, j'ai discuté avec des artisans qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et bien, qu'est-ce qu'ils attendent des salariés qui soient aussi passionnés qu'eux? Sauf que moi, je leur dis souvent, mais vous savez, tous les salariés que vous avez ne veulent pas devenir patrons comme vous. Tous les salariés, il y a des salariés. Tous les salariés ne veulent pas devenir ingénieurs. Moi, je connais des personnes avec qui je travaille qui veulent traiter leur dossier toute la journée, le faire bien, mais qui ne vont pas mettre autant d'implication ni avoir les mêmes horaires de travail que moi, par exemple, qui ai des missions complètement transversales, qui ne dort pas, qui n'ai pas de femme, pas d'enfant. Enfin, vous voyez, il faut accepter cette différence. Et oui, je pense que ça passe un peu par un accompagnement RH. C'est qu'il faut qu'on passe ce cap. Non, tous les gens que l'on embauche, premièrement, ce n'est pas parce qu'ils sont au chômage qu'ils sont prêts à tout accepter. Ça, il faut l'entendre, il faut le dire. Et deuxièmement, il faut accepter qu'on prenne des personnes, qu'on les embauche pour certaines missions, pour certaines choses, et pas pour devenir patron avec de l'ambition phénoménale. Et c'est vrai que j'ai visité la boulangerie chez qui j'ai été la semaine dernière. Hein, c'est quelqu'un qui vient de reprendre une boulangerie. J'ai bien aimé le discours de l'employeur. Il est à sa place. Lui, il est l'employeur et il fait très attention à ce que chacun des professionnels qu'il a embauchés soit à sa place, mais il ne leur colle pas une autre étiquette.
Tu vois? Bon, tout ça, c'est passionnant, hein. D'ailleurs, j'inviterai des patrons, là. Je ne vais pas Ouais, bonne inviter idée. que des patrons, des candidats, des choses comme ça. Et voilà, il n'y a pas que les consulaires. Et Sylvia, oui, oui, elle a raison, Sylvia. Elle dit les jeunes peuvent porter des idées nouvelles de la modernité. Bien sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est voilà. Donc c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet passionnant. Toujours est-il qu'une chose est sûre, et ça, il faut aussi que les patrons l'entendent à un moment donné, certains patrons l'entendent, sans les culpabiliser, c'est que euh, on n'a rien à gagner à dégoûter les gens de venir au travail. Hein. Et c'est pas parce que quelqu'un part dégoûté du travail que c'est un feignant. Non, peut-être, vous savez, c'est comme dans un couple. Hein. Moi, par exemple, j'ai pas un physique de rêve. J'ai eu des accros dans ma vie. Et forcément, j'ai eu une part de responsabilité dans tous les accros que j'ai eu dans mes différents couples. Forcément. Charlotte, elle n'a pas d'accro. On connaît son gars. Il est beau comme un dieu, il est gentil, il la connaît depuis 200 ans. Bon, voilà, elle ne sait pas. Moi, je vous le dis, on a toujours une part de responsabilité. Une part d'introspection ne fait pas de mal. Voilà. Allez, on se rapproche tranquillement de la fin. Euh, on va voir deux points que tu m'as fait passer. La valorisation et la promotion des savoir-faire. Je dirais c'est presque encore plus important aujourd'hui où le contexte nous amènerait un peu à rendre les uns et les autres anonymes. Moi, je sais qu'il y a un rendez-vous que j'aime beaucoup tous les ans, et parce que je suis un peu curieux, je suis curieux comme une pie, bien sûr. Je passe dans l'avenue Garibaldi, là, tac, 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 et hop, je vais dans la boutique. Je vais dans la boutique, je vois ce qu'il y a. Voilà, donc ça fait partie des choses. Et je trouve que ce sont de bonnes initiatives, voilà, de montrer. Raconte-moi un peu ce qui se passe en termes de valorisation et de promotion, en sachant aussi que chaque fois qu'on fait de la promotion pour un artisan, pour une activité, on fait de la promotion aussi pour le territoire sur lequel il est. Oui, alors effectivement, ça me tenait un peu à cœur qu'on en parle ce soir de promotion des savoir-faire. Vas-y, ça tient. Ça tient. C'est un peu la troisième mission des chambres de métier. Hein. Tu as l'accompagnement des artisans et des futurs artisans, tu as la défense et la promotion de l'artisanat en tant que tel, et puis tu as la promotion des savoir-faire. Euh, alors, on participe à plein d'initiatives nationales, régionales. Hein. Prochainement, il y a les Journées européennes des métiers d'art. C'est du 6 au 11 avril. On va proposer à la Chambre de métier, tu as raison, à la galerie 12 avenue Garibaldi, des manifestations. On a aussi sollicité des artisans d'art pour ouvrir leurs ateliers à ce moment-là, comme ça c'est fait tous les ans. On a d'autres initiatives régionales. Il y a une très belle initiative qui s'appelle J'expose un artisan métier d'art. Alors le principe, c'est très sympa. C'est un artisan boucher, cordonnier, quelqu'un qui a un showroom, qui va exposer des pièces d'art d'un artisan métier d'art dans son local. C'est une façon de promouvoir les savoir-faire métiers d'art. Et puis il y a des initiatives locales, et ça c'est un peu une force de la Chambre de métier de la Haute-Vienne, c'est la promotion qu'on fait à travers les marchés annuels qui sont coportés avec la Chambre d'agriculture. Le prochain c'est le marché de Pâques. Si vous ne savez pas quoi faire, le 26 et le 27 mars, place de la République. Voilà. Voilà, donc 70 artisans et producteurs qui sont là pour faire connaître leurs produits. Et puis, tu le disais, il y a toutes ces manifestations qui se font à la Galerie des métiers. Donc, on a la chance d'avoir un espace d'exposition au sein même de la Chambre des métiers. Donc, un espace qui nous permet de faire des expositions thématiques. Là, en ce moment, il y en a une sur la décoration murale. Vous pouvez retrouver du vitrail, de la porcelaine, des textiles. Vous pouvez retrouver de la peinture, enfin, tous les éléments de décoration murale. Et puis, des expositions ventes, on en a 2 par an. Donc c'est ce qu'on appelle la fête des cadeaux, donc c'est au moment de la fête des mères. Hein. Si vous ne savez pas quoi offrir à vos mamans, c'est le bon moment de découvrir les artisans locaux. Et puis ce que tu viens visiter tous les ans, c'est la fête de Noël. On ouvre une boutique éphémère pendant un mois avec des produits de bouche, des produits de production et des produits d'art, effectivement. C'est une façon pour nous, et c'est une spécificité en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est la seule chambre de métier à avoir ce type de boutique éphémère sur le territoire. C'est une façon de promouvoir les artisans locaux avec cette petite politique qu'on s'est donnée en interne depuis quelques années avec l'animatrice de la galerie, avec Virginie. Je ne sais pas si elle est là ce soir avec nous. Virginie, si vous êtes là.
De mettre en avant dans cette boutique des nouveaux artisans, des petits artisans qui ont besoin de se tester qui viennent sur cet événement-là et qui vont apprendre. Parce que lorsqu'on ouvre cette boutique, l'objectif c'est de les faire monter en compétences. Donc il y a une phase de formation sur comment on présente ses produits, sur comment on les étiquette, comment on va aussi se servir d'un appareil, d'un TPE, comment toutes ces petites choses qui peuvent ensuite leur permettre d'intégrer des boutiques éphémères ou d'ouvrir leur propre showroom. On a une spécialiste là, hein, Sylvia, qui nous dit que l'économie circulaire a de l'avenir, elle aussi. Alors, moi, je vais rajouter un truc, mais c'est parce que je suis cabot, bien sûr. Alors, j'en profite pour saluer mon ami Morad, mon associé. Il y a aussi des films qui sont faits pour promouvoir les artisans. Il y a 3 magnifiques films là qui doivent être toujours sur la page Facebook, hein, je pense, de la chambre de métier, je pense notamment. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film, j'aime beaucoup les 2 autres, mais la dame qui fait de la pâtisserie. Voilà, qui fait de la pâtisserie. Allez voir les films, hein, et déjà ils sont super, et je trouve qu'ils mettent vraiment en valeur. Morad a fait du très bon travail là-dessus, ils mettent très bien en valeur, et puis comme ça vous donne une idée si vous voulez des films. Après vous m'appelez, bon, enfin moi, bien sûr il faut payer, c'est pas gratuit. Bon, il faut payer Morad, c'est moi ça va, mais lui, bon, il veut de l'argent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, très bien, c'est important effectivement, et Sylvia le disait à un moment donné. La valorisation, la promotion, c'est aussi en quelque part la reconnaissance. Et ce sont, alors je pense notamment aux plus petits artisans, c'est important ces moments-là parce que ce sont des gens bien souvent qui bossent seuls. Ça me fait penser à ces travailleurs libéraux qui, dès qu'ils sortent, ils ont besoin de parler aux gens parce qu'ils ont vu pas grand monde dans la journée. Hein, et je pense que ça, c'est bien vécu de la part des bénéficiaires. Alors, c'est super intéressant sur la fête de Noël, hein, sur la vente à Noël. Si vous venez, quel que soit le jour, vous aurez non seulement une permanente forcément de chez nous, mais vous aurez surtout les artisans qui sont là. On a un système de permanence. Les artisans sont là pour venir présenter leurs produits et ceux des autres, parce que le principe c'est aussi ça, hein, c'est de collaborer. Et ça donne lieu à des super collaborations d'ailleurs, hein, que ce soit des savonniers avec des artisans du textile par exemple, ou des artisans de la maroquinerie par exemple. On a vu des super produits qui sont sortis en collaboration. C'est très intéressant, c'est hyper valorisant aussi pour le client que de rencontrer sur place l'artisan qui va venir lui donner les petits conseils d'utilisation sur son produit, etc. Et puis, ce sont des artisans qui, en tout cas notamment sur les artisans d'art, qui n'ont pas forcément de lieu pour faire connaître leurs produits. Alors, ils intègrent des boutiques éphémères à droite, à gauche, ils ont un site internet, etc. Mais ce moment récurrent, parce qu'on a une clientèle qui est quand même récurrente et toujours plus nombreuse tous les ans, et là c'est un grand merci à tous ceux qui viennent parce que c'est super chouette. C'est un moment aussi pour eux, pour se montrer en physique, voilà, sur leur travail. Alors moi je vous invite à y aller sur ces moments où on peut voir, où on peut acheter, parce que déjà, ça permet de voir qu'on sort un peu de l'artisanat. Enfin, je vais dire que c'est moi hein, qui suis comme ça, mais parce que je commence à être vieux. Le truc en poterie, là, qui ressemble à rien. Souvent, on dit ça. Mais c'est pas ça. Il y a des choses qui sont extrêmement modernes, extrêmement belles, extrêmement inattendues. Extrêmement inattendues. Et effectivement, c'est toujours l'occasion à la fois de faire des cadeaux. On ne s'attendait pas à acheter cela quand on allait rentrer parce que déjà on ne s'attendait pas à les trouver et puis ça fait toujours plaisir et puis en plus moi je trouve qu'il y a toujours derrière une histoire à raconter. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, il faut que tout le monde vive, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller acheter des choses dans les magasins et tout, mais j'avoue que je suis toujours extrêmement surpris. Moi j'ai été bien souvent touché par ce que j'ai vu. Et c'est vrai qu'on acquiert, ou on va en parler, si on ne peut pas l'acheter ou quoi. Voilà, on parle d'une histoire, on parle d'un savoir-faire. Voilà, moi, je trouve ça très attendrissant, très humain, en fait. Voilà, c'est très... Et ça s'oppose à rien, hein, c'est simplement quelque chose de plus qu'il faut se donner les moyens d'aller découvrir. Bon, on va aborder le dernier point, attention, hein, parce qu'après, elle rentre chez elle. Alors, oui, elle a un enfant, si vous avez des questions, il faut poser. Quelque chose qui me plaît moyen. Alors je vais le dire, parce que moi, la Nouvelle-Aquitaine, si vous voulez, j'ai pas encore digéré. Alors, je les aime beaucoup, ils ont la mer là-bas. Bon, moi j'aimais bien quand on était en Limousin, mais je reconnais, puisqu'on parle d'économie, que
cette grande région, il faut la prendre par le bon côté et qu'il y a des forces à aller prendre, des forces à... Voilà, et on a surtout, c'est ça qui est important, je trouve, des arguments à faire valoir dans cet immense territoire. Ceci dit, quand je vois que tu me marques régionalisation des chambres des métiers, je te le dis tout de suite, Charlotte, ça ne me plaira que si tu me dis que de parler de régionalisation, ça n'empêchera pas la présence de proximité. Bon, je te rassure tout de suite, et ce sujet, j'ai voulu en parler parce que c'est passé pas mal dans les réseaux, sur les médias, tout ça, donc ça peut aussi inquiéter. Donc je vais rassurer les gens, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler. Donc effectivement, depuis le 1er janvier, on est chambre de métiers et d'artisanat régionale, régionale de Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une entité juridique avec 12 directions territoriales, comme dans une grosse boîte. Et aujourd'hui, on est 1500 salariés, la chambre de métiers de Nouvelle-Aquitaine, en comptant évidemment les salariés des CFA. Alors, ça, moi j'ai choisi de le prendre comme une opportunité et je pense que vraiment il faut que vous l'entendiez tous comme une opportunité. Pourquoi? D'abord parce que la régionalisation, ça veut dire la mutualisation des outils. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh ben, on est en train d'acquérir des outils plus perfectionnés. Je donne un exemple tout bête. On a acquis un outil de visioconférence régionale qui nous permet de faire des accompagnements distanciels avec nos porteurs de projets, particulièrement dans le contexte Covid, mais pas que. Donc tu vois, ça c'est un outil qu'on n'aurait pas forcément pu utiliser si on était resté en Haute-Vienne. Le fait d'avoir mutualisé nous permet d'avoir ces outils-là. On va aussi avoir une harmonisation de nos services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez à Bayonne, à La Rochelle ou à Limoges, aujourd'hui vous aurez les mêmes services, les mêmes propositions de services. Et si je n'ai pas la compétence ici, parce que à un moment donné on ne peut pas avoir toutes les compétences ici, je saurai où aller la chercher pour vous apporter encore plus de réponses à vos questions. Et puis, tu me disais que tu ne l'accepterais que s'il y avait de la proximité. Alors, je te rassure tout de suite, en fait, ça ne change rien. C'est transparent pour vous parce qu'on est toujours au 12 avenue Garibaldi à Limoges. On est toujours aussi disponible. Il y a toujours des agents terrain. On répond toujours aux mêmes questions et à toutes les questions. Ça ne change pas. On a toujours aussi, et ça fait partie des choses qu'il faut se dire, toujours cette marge de manœuvre qui nous permet de répondre aux spécificités locales. Ça veut dire que la galerie des métiers, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, loin de là. On a cette spécificité, on la garde, et peut-être, et c'est aussi ça qui est intéressant dans la régionalisation, c'est que peut-être on pourra en faire bénéficier d'autres territoires. Voilà, on est toujours là, on est toujours à disposition. S'il y a un seul message à retenir de toute notre discussion, c'est que voilà, les artisans ne sont pas seuls. Et il ne faut pas hésiter à prendre contact. Encore une fois, on a la réponse. Si on n'a pas la réponse, on a le contact qu'il faut pour y répondre. On a eu chaud là, on était à deux doigts de se fâcher. Si elle m'avait dit il n'y a plus de proximité, on se fâchait. Moi je suis un vieux maintenant, vous comprenez, bien sûr. Bon, il nous reste, allez, on va dire 5-10 minutes. Moi, ce que je voudrais pendant 5-10 minutes, là, les gens qui sont là, et il y a du monde. Attention, Charlotte, il y a eu du monde tout le temps. Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez pensé de Charlotte. Moi, je ne vais pas vous influencer. Moi, j'ai trouvé super. Mais dites-moi ce que vous avez trouvé de Charlotte. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé bien? Est-ce que vous l'avez trouvé technique, trop technique ou pas assez ou quoi? Si vous êtes son mari, est-ce que vous voulez qu'elle rentre tout de suite ou est-ce que vous voulez qu'elle attende un peu? Enfin bon, dites-moi ce que vous avez pensé de Charlotte. C'est pas la Star Academy, hein, mais bon, on va pas voter pour qu'elle revienne ou pas. Je vous dis, elle va revenir toutes les semaines maintenant, c'est comme ça. Voilà, bon, allez, on va finir un peu ce chapitre. C'était passionnant, elle en parle. Moi, je trouve franchement très bien. Je trouve toujours. C'est avec des personnes comme ça que je suis content de discuter et de vous dire voilà, ça existe. Et je sais que c'est pas parfait, bien sûr. Elle raconte la façon dont ça se passe, leur grande mission. C'est pas parfait, mais croyez-moi. Ce sont de vrais services, elle ne ment pas, les gens sont accueillants. Et puis, bon sang de bois, allez vous servir de ces outils. Allez, ils ne vont pas venir vous réveiller chez vous pour vous dire, voilà, on fait des choses. Passez la porte, les portes sont ouvertes, allez-y, allez-y. Marie-Laure Pacro, tu la connais, non? C'est une amie, c'est une amie. Ah ben oui, alors Marie-Laure, c'est une amie, elle dit, c'était clair et complet, merci. Eh ben oui, Marie, elle dit d'ailleurs, écoute, je suis à la maison, fais chauffer le truc. Ah ben oui, non, elle dit pas ça, mais bon. Très bien. Allez, on passe ça. Écoutez, c'était un très bon moment. On va voir la question de fin. Je la pose à tout le monde.
Ok, tu te lèves le matin, plein d'enthousiasme, le sourire, tu te fais belle, mais t'as pas grand-chose à faire, contrairement à moi. Tu pars au boulot, tu entraînes tout le monde, t'as ton équipe, tac, 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 les gens qui appellent, ta, 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 et le soir, tu rentres. Frédéric Bouvier, non, on me coupe pas comme ça. Frédéric Bouvier, comme d'habitude, c'était ma sœur. C'était, voilà. Bah. Très bien, Frédéric, merci beaucoup. Donc, tu fais toute ta journée, je sais que tu t'économises pas, et puis tu rentres chez toi. On va pas, on va rien dire d'intime, hein, mais tu as une petite famille hein, qui est là. Et moi, je voulais savoir ce que t'inspire quand tu arrêtes tout ça, que tu rentres chez toi, la Covid aujourd'hui. Voilà, à titre perso, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Est-ce que tu en as marre? Moi, je chouine parce que, par exemple, je voudrais aller là, tu vois, m'acheter un burger là tout de suite. C'est 200 mètres de chez moi, je peux même pas y aller. À côté de ça, je me suis habitué. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je commence à entendre des gens qui, même dans la presse nationale, les bien-pensants commencent à dire le danger, c'est qu'on s'est habitué. Bon, je ne sais pas si on a trop le choix ou pas, mais par contre, toi, comment tu le vis, voilà, en tant que citoyen basique, voilà. Je te dirais que ça dépend des jours. Je trouvais qu'on s'était plutôt bien, entre guillemets, habitué au système. Voilà, on arrive à trouver nos modes de fonctionnement. On a passé aussi du bon temps. Enfin, moi, j'ai un petit garçon de 4 ans. J'ai Ah, pu, notamment pendant le premier confinement, passer beaucoup de temps avec lui, voir toutes ces progressions qu'on ne voit pas parce qu'il est à l'école et qu'on ne le voit pas. Donc, j'ai vu des choses, je l'ai vu grandir sur ces mois-là et c'était vraiment chouette. Et en même temps, tu vois, je fais partie toujours de la jeune chambre économique. Lundi soir, on avait une réunion de travail sur un projet autour des médias. D'ailleurs, ça ah, pourrait être intéressant très qu'on bien, s'en parle une prochaine fois, bien sûr. sur les médias et l'esprit critique. Mm. Et ben, on a fait cette réunion de commission en visio. Et parce que on pouvait pas la faire sur site comme on a l'habitude de faire avec un verre de vin et 3 cacahuètes. Bah non, couvre-feu oblige, on pouvait pas. Et ben, t'as beau avoir tout l'entrain qu'il faut pour essayer de travailler et de passer un bon moment, bah, quand tu éteins ta visio au bout d'une heure et que tu te retrouves tout seul et que t'as fini, bah, c'est pas la même chose que quand tu passes après un temps un peu sympa Ouais. à se raconter comment on va, comment on vit, comment vont les enfants et toi, quels sont tes projets, etc. C'est un peu compliqué. Et puis, avec mon compagnon, on aime bien les restaurants, on aime bien les restos de Limoges et ça commence à nous manquer. Ça commence à nous manquer sincèrement. Alors, je sais qu'il y a le village des restaurateurs. Prendre à emporter, c'est super. Et d'ailleurs, il faut inciter tous les gens qui nous écoutent à Ouais. prendre à emporter pour soutenir nos Mm, restaurateurs. mm. Mais c'est quand même pas pareil. Donc, moi, j'ai deux vœux. Je vais te dire, j'ai deux vœux. Je voudrais pouvoir partir dans le Pays Basque espagnol la première semaine d'août. Puis je voudrais pouvoir me marier en septembre parce que j'ai déjà reporté mon mariage et ça me ferait vraiment du mal. Oui, écoute, quand tu seras trois comme moi, peut-être, je sais pas, ouais. Voilà, voilà, mais c'était très bien. Moi, je voulais quand même qu'on ait une petite pensée parce que on n'en parle pas beaucoup, on est un peu sous perfusion. Là, c'est pas du tout démago, hein, ce que je vais dire, c'est que franchement, j'y pense. Moi, j'ai la grande chance d'avoir un travail, j'ai la grande chance d'avoir un salaire qui est maintenu, même au plus fort de la crise. On est quelques-uns là-dessus. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qu'on voit pas beaucoup malgré tout. Voilà, et je voudrais qu'on y fasse quand même un petit peu attention, même si on ne peut pas changer. Moi, je ne vais pas changer le cours de l'histoire, mais pensons-y, gardons un esprit de solidarité quand même, parce qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance aujourd'hui. Et moi, même si la Covid me fait peur, j'ai de quoi manger, j'ai mon salaire, Charlotte aussi. On a cette chance-là, donc soyons vigilants, gardons les yeux ouverts, parce qu'il y a peut-être des gens qui, en plus d'avoir peur de la maladie, ont peur de savoir ce qu'ils vont devenir demain parce qu'ils n'ont plus de travail. Donc gardons ça en tête, voilà, hein, c'est important. Surtout, dites-vous bien que demain, ça peut être nous. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je sais à peu près ce que ça fait. Quelques commentaires, juste Charlotte, avant de conclure, pour te dire que moi, je pense que c'est réussi hein, ce que tu as fait. Alors, bien sûr, on a ta sœur. Alors, ta sœur, on va pas la Ah oui. compter. Elle dit, c'était ma sœur, lol, comme d'habitude. Marie-Laure, qui est ta copine, dit que c'était très clair. Mais Viviane, que tu connais pas, Non. dit très bien, on a tout compris, pas besoin de poser des questions tellement c'était clair. Et alors, notre grande prêtresse, Sylvia Pénaud,
a dit, alors ça c'est, hein, elle a dit, elle est passionnée par ce qu'elle fait et sa restitution est très professionnelle. Tu pourras en parler à Stéphanie, tu pourras dire, tu vois, j'ai bien fait. Et alors Jean-Christophe, on va pas dire qu'il s'appelle Bouvier aussi, parce qu'alors là, c'est que très belle émission, dynamique et positive. Merci beaucoup, merci Charlotte. Je vais te laisser dire au revoir à tout le monde. Alors la semaine prochaine, une grande semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais recevoir Catherine Jarry. On va parler d'économie sociale et solidaire, d'insertion par l'activité économique. Et alors, le lendemain, le chapeau. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, hein, mais là, c'est parce que c'est plus, quand je dis le chapeau, c'est le personnage. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne manque pas de dynamique. Émile Roger Lomberti, le maire de Limoges. Hein, maire de Limoges. Donc, on va voir, je pense qu'on va passer un bon moment de discussion. Voilà. Charlotte, je te laisse. Oh, Sylvia, tu vas dire au revoir. Tu vas dire au revoir à Sylvia, hein, parce que voilà. Bruno, si tu veux que les plantes soient aussi belles que Charlotte, tu dois en prendre soin. Je vais en prendre soin, je vais acheter de l'engrais pour qu'elles soient aussi belles. Allez, Charlotte, c'est à toi de dire au revoir. Merci beaucoup et merci à tous pour vos commentaires et voilà, très bienveillants. Merci beaucoup. Merci à toi surtout, c'était un très bon moment. On sera devant notre écran la semaine prochaine. N'oublie pas de désinfecter le matériel. Et puis merci pour tout et puis à bientôt surtout hein, pour parler d'artisanat et de territoire comme on l'aime. Très bien. Allez, bonne soirée, vous pouvez aller manger. Merci beaucoup, au revoir.